Alors là, ce soir, on a le plaisir de recevoir Laura. Laura, merci d'être venue à Paris parce que Laura vient quand même de Milan. Elle s'est déplacée pour nous et demain chez Chan. Et donc, c'est un plaisir de la recevoir. On t'avait reçu autour des belles-mères, n'est-ce pas? Comment Oui. s'appelait Rappelle-moi le titre. Qui est la plus méchante du royaume. Voilà, exactement. Donc on avait reçu pour ça, on a été au courant de toutes tes autres publications. Mon fils m'adore. Mon fils m'adore, de rieuse adolescence. Oui. Alors j'ai envie de dire à Laura que son livre, comme d'habitude, est terriblement vivant. C'est un auteur qui s'engage dans sa parole et ça c'est très stimulant. C'est un livre qui nous a fait beaucoup discuter entre nous. Parce que tu sais, on a un groupe de travail où on se retrouve chaque fois, une fois autour du livre. Et on en parle et il faut dire que ton livre a suscité beaucoup de questions. Ça veut dire que c'est à discuter et qu'on va aussi discuter ce soir. Alors, Laura est toujours intéressée par ce qui se passe dans le monde. Hein, et dans ses livres... elle met vraiment la psychanalyse au service de la compréhension du monde et elle dit combien, et là tu soutiens très fort la psychanalyse, combien la psychanalyse peut servir à comprendre les mécanismes du monde, ce qui se passe dans le monde. Hein. Et alors, il y a bien sûr le monde, mais il y a aussi ce que tu dis. Ton souci, c'est aussi l'avenir de nos enfants. Là aussi, tu le dis en termes de nos enfants. Hein. C'est très engagé. Alors, il y a beaucoup de choses dans ton livre. On ne pourra bien sûr que effleurer les choses. Je voulais aussi quand même te dire, et on l'a tous, je ne fais que retraduire un petit peu ce que chacun de nous avons dit. Nous avons été tout à fait aussi... admirative de ta façon d'utiliser les concepts analytiques d'une façon simple, très lisible et très juste. Hein, alors ça peut être le stade du miroir, le fantasme, beaucoup la pulsion de mort, bien sûr compte tenu de ton sujet. Enfin, tous les concepts à la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé ton dernier chapitre sur la sphère, l'utérus et puis les nœuds. Hein, vous verrez ça plus tard, mais elle a une façon de se servir des concepts analytiques d'une façon à la fois utile, très juste et simple, compréhensible. Et je suppose effectivement que, pardon, je sais pas, je suppose que ton livre s'adresse aussi un peu au plus large public que le public des psychanalystes. Alors, l'autre chose que j'ai trouvé intéressante dans le livre de Laura, c'est qu'elle se déplace en fait du coup de la perversion, disons, à la version maternelle quand même. Il y a quelque chose qu'elle déplace vers le maternel et c'est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas oedipien seulement, on n'est pas que dans l'Oedipe. Hein. On sait que l'Oedipe ne résout pas tout, si on peut dire. Et toi, tu te déplaces et bien sûr, en fait, tu as fabriqué un néologisme, le plus maternel, qu'elle écrit en un mot, qui est effectivement la mère du côté obscur, je dirais, le côté d'une mère toute puissante qui fait de l'un et qui garde ses enfants dans le nid. Alors je vais vous lire deux phrases. Hein. D'abord peut-être une définition. Il y en a plusieurs, mais celle que je peux déjà vous dire sur le plus maternel qu'elle écrit bien sûr en un mot, qui ne concerne pas que la mère, hein, si j'ai bien compris. Non, absolument pas. Même les pères. Même les pères, oui. Et autre chose encore d'ailleurs. Les grands-mères, les grands-pères. Alors, tu dis, par plus maternel, il faut entendre la forme sous laquelle une relation symbiotique fusionnelle se substitue à la fonction symbolique du soin. Le cocooning sans fin et le contrôle féroce, les deux vont ensemble à la place de la promotion de l'indépendance des enfants. Et page 66 aussi,
tu le dis assez joliment. L'État plus maternel désabonne ses enfants de la passion sociale. Il les transforme en oiselets au nid, en attente, le bec ouvert. Il leur brouille l'esprit alors qu'il les assomme de promesses. Le plus maternel est un collapsus éthique. Alors ça, j'aimerais bien que tout à l'heure, tu nous dises un petit peu ce que tu entends par ce collapsus éthique. Alors, je vais juste rajouter ça et te passer la parole. En fait, ce plus maternel, Laura le fait travailler aussi dans le domaine du politique, de l'économique, bien sûr dans le totalitarisme, la barbarie. Enfin, elle essaye, il me semble, de montrer comment ça s'introduit dans différents champs de la vie, l'histoire. Donc ça, elle nous en parlera sûrement aussi. Ça m'a frappé dans l'économique, par exemple, comment le plus maternel est partie prenante. Je ne sais pas comment tu dirais, comment ça intervient dans tous ces secteurs aussi. Alors, il y a aussi à la fin le dernier chapitre que j'ai bien aimé aussi sur la question. En fait, bon, le projet de Laroy, c'est bien sûr de pousser vers la liberté d'un citoyen enfant libre. Et pour ça, il faut bien sûr qu'il sorte de la dépendance, parce que le plus maternel, ce que ça produit, c'est la dépendance et la soumission. Et bien évidemment, un citoyen libre a besoin de sortir de cette dépendance et de cette soumission. Et alors, dans le dernier chapitre que j'ai bien aimé aussi, elle renvoie encore tout ce qui la préoccupe, c'est tout ce qui enferme et qui rend asocial. Hein. Et dans le dernier chapitre, elle parle de l'utérus, qui est effectivement quelque chose aussi, une sphère fermée, et dont l'enfant doit être projeté, sortir. Et elle dit que lieu d'utiliser, que ce qu'il faudrait utiliser, c'est quelque chose de la figure du nœud borroméen, où l'intérieur et l'extérieur, ça circule de l'intérieur à l'extérieur. Et qu'est-ce que j'ai dit? La viande, oui, la bande de Mébius, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, prends les choses comme tu as envie, Laura. Peut-être si tu peux nous dire quand même qu'est-ce que tu appelles ce collapsus éthique. Oui. Donc, merci Delia, merci de cette invitation, merci de cet excours sur ce que tu as fait, qui est vraiment très, très beau pour moi, très, très juste. Et alors, bon, je tiens la tablette, je ne sais pas pourquoi, mais en effet, ce livre-là, je l'écris dans la pandémie, dans la première fermeture en Italie, c'est-à-dire mars 2020. Non, 2020, oui. Et donc, je l'écris il y a 3 ans. Et c'est très beau, hein, c'est très beau. Et donc, après ça, j'ai écrit 2 livres. Une sur les sœurs et sur la jumellarité, qui n'est pas encore traduit en France, et une autre qui va sortir en Italie sur les amours toxiques. Donc, j'ai avancé un peu sur cet argument. J'ai décliné l'argument de plus maternel dans plusieurs façons. Et alors, aujourd'hui, avant de venir, je feuilletais mon livre parce que je voudrais me rappeler de certaines questions. Et ce livre-là a eu une histoire très intéressante parce que le ministère de la Culture italienne l'a réputé digne de le promouvoir pour l'étranger.
Et donc, il a donné un soutien économique pour la traduction à l'étranger. Et cela, c'est très rare, parce que c'est mon premier livre qui a eu cette... je ne connais d'autres qui ont eu, mais cette exactement. Et donc, je suis vraiment contente parce que c'est un livre sur lequel j'ai travaillé beaucoup, qui m'a permis de... Sûrement, beaucoup travailler. Oui, oui, c'est vraiment beaucoup travaillé, oui, qui m'a permis de me plonger dans quelque chose de créatif pendant un moment qui était la pandémie, qui était un moment vraiment destructif. Et donc, je suis vraiment très liée à ce livre. Je l'aime vraiment beaucoup. Peut-être que c'est le livre que j'aime beaucoup, même parce que c'est lui qui m'a permis de survivre, hein, à un moment très triste de l'histoire italienne, hein, parce que nous sommes été les premiers qui ont eu cette tragédie. Hein. Et donc peut-être que la question de la pulsion des morts qui est très travaillée dans ce livre-là, peut-être qu'il c'est si en premier plan, même pour cette situation historique, hein, de la création de ce livre. Et en effet, le moment qui m'a poussé à écrire, c'est quand j'ai commencé à voir en Italie les réactions des gens à la clôture que le gouvernement, il y avait le président Conte à l'époque, qui avait décidé c'était vraiment la première fois dans l'histoire italienne, une décision si forte de fermer les gens dans les maisons. Alors c'était très intéressant de voir comment les gens ont réagi à ça. Et alors j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'enfantine dans cette réaction, que c'était pas dû seulement à l'angoisse, parce que l'angoisse, nous savons, fait faire des choses très enfantines peut-être, mais c'était vraiment une sorte de perversion naïf, je ne sais pas comment dire mieux, mais quelqu'un qui n'obéit pas à les lois, hein, aux règles qui en avaient destinées, mais dans une logique de perversion. Par exemple, des gens qui sont partis prendre le train, même quand il était prohibé, interdit, pour aller chez les familles au sud de l'Italie, par exemple, des gens qui étudiaient à Milan, je travaille à Milan, même des patients que j'ai suivis. Et dans les jours où était interdit de prendre le train, ils ont pris le train et ils ont rejoint les familles au sud de l'Italie, par exemple. Après, quand ils sont revenus en séance, ils ont emporté des rêves dont je parle dans le livre, des rêves de régression. Hein? Ah, j'étais enfant, j'étais avec maman, j'étais avec la grand-mère, des rêves, tout sur la régression. Hein? Donc, c'était intéressant ça. Et alors, je me suis interrogée pourquoi, oui, c'est vrai, les Italiens sont un peuple un peu particulier, mais toutes ces personnes-là qui n'ont pas tenu dans une émergence sociale. Alors, je me suis interrogée pourquoi, hein, pourquoi cette situation.
Et alors j'ai commencé à imaginer des hypothèses à partir même des livres que j'avais déjà écrits, non, sur le plus maternel. C'est un concept que j'ai posé sur le livre Mon enfant m'adore. Et, et donc là, j'ai commencé à voir les effets du plus maternel sur le plan social. Donc c'est la genèse de ce livre-là, non? J'ai commencé à dire oui. Alors, il y a des conséquences sur le plan psychique de ce plus maternel, mais il y a aussi des conséquences sur le plan social. Et même pas parce que le social et le psychique sont liés, mais parce que effectivement, le plus maternel, c'est quelque chose qui est incarné dans la chair du capitalisme, dans la chair du notre fonctionnement des jouissances sociales, des jouissances économiques, par exemple. Et alors, j'ai commencé à voir comment était articulée cette question dans le social. C'est la genèse du livre. Et alors, j'ai commencé pour me demander pourquoi. Alors, peut-être, je fais une petite prémisse, parenthèse. Je ne sais pas si le plus maternel si est seulement au plus propre de la société italienne, parce que la société italienne, c'est beaucoup mère. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais je vous dis ça, que ma semaine est partagée entre Milan et le lac de Garde. Le lac de Garde, c'est l'endroit où les Allemands vont en vacances. Hein. Alors, dans les dernières années, les derniers 20 ans, j'ai vu changer les mères allemandes. Alors, les mères allemandes, en principe, étaient des mères très rigoureuses, très... non, comparées aux mères italiennes qui étaient absolument anxieuses, hein, c'était vraiment un autre monde. Oh. Des années en année, j'ai vu une contagion incroyable, parce que effectivement, le plus maternel est une forme de perversion. La perversion, nous savons, c'est contagieuse. Hein. Et donc, j'ai vu contager même les mères allemandes. Donc, en plus, c'est un livre, mes livres sont traduits ici en France, au Brésil. Donc, peut-être que c'est un phénomène qui, on le voit précisément en Italie, mais c'est un phénomène qui peut être diffusé, hein, parce que c'est contagieux. Parce que pourquoi peut être diffusé? Parce que le plus maternel, c'est la jouissance des enfants. Et donc, nous sommes dans une société qui promue la jouissance. Hein? Et donc, c'est facile que la jouissance des enfants vus comme des objets de jouissance, se répand même dans des cultures qui ne sont pas qui n'ont pas le maternage au centre. Hein. Donc, ça, c'est une question qu'on peut discuter. Sur le fait que le plus maternel n'est pas éthique, oui, c'est vraiment la chute de l'éthique. Pourquoi? Parce que le plus maternel est lié pas seulement à la symbiose, pas seulement à la religion de l'un. La religion de l'un, on la trouve même dans le totalitarisme, mais même dans le terrorisme. Hein. Donc, c'est que... De l'an, excusez-moi ma prononciation. De l'an. Hein. L'an. Comment je dois dire? De l'an. Et c'est vraiment la chute
de la préparation de l'homme à la vie. Hein. C'est-à-dire, la question que je me suis posée en voyant les Italiens comment se sont déroulés pendant la pandémie, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons d'élever des enfants qui seront des citoyennes, ou nous pensons d'élever des enfants qui seront toujours à nous. Hein? Et donc, combien dans notre esprit nous avons pensé à nos enfants comme des citoyens? Et cela, c'est une chute éthique, parce qu'on ne pense pas que les enfants appartiennent au monde. Comme disait Dolto, on ne les fait pas pour soi. On ne le fait pas pour soi, mais maintenant on le fait pour soi. Toute Oui. la... Et on les met au monde ou on ne les met pas au monde? Non, c'est ça la question. Justement, pour reprendre ça, tu as l'air effectivement de dire qu'actuellement on est là-dedans, qu'on est plus peut-être qu'à d'autres époques à garder les enfants pour soi. Est-ce que ça c'est tellement évident? Oui, plus que... Parce qu'on pourrait aussi penser que maintenant, on les met vite dehors. Ça ne veut pas dire pour ça. Non. Oui, on cherche de Louis... faciliter les choses. Oui, mais oui, une maison... Suffisamment agréable pour qu'il n'ait pas envie de partir. Agréable. Ils n'ont pas envie de s'en aller. Oui. On est bien dans le nid. Oui, oui. Et donc, alors, la question c'est comment, dans la même façon où les parents jouissent des enfants, la société nous apprend à jouir des objets. Hein? Donc, toujours à disposition, toujours des objets qui nous réjouit, en effet. Hein? Et donc, les enfants comme objet, les citoyens comme objet. Alors, par exemple, comme les parents plus maternels ne demandent pas aux enfants de s'engager dans le monde, dans la même façon, les politiciens, aujourd'hui, ne demandent pas aux citoyens de s'engager dans le monde. Mais il lui dit, écoute, vote pour moi parce que je te donne ceci, cela encore. Non, je te donne comme un sein, hein, comme un sein que le politicien offre aux citoyennes. Et donc, il n'y a plus des politiciens qui disent, comme par exemple Kennedy, non, dans les 60 ans, il a dit, ne demande pas ce que l'État peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. Hein. Si aujourd'hui un politicien dit ça, c'est la fin de sa carrière politique, non? Donc, alors, il y a un certain plus maternel, même dans la politique. Il faut bercer, non? Bercer, il faut bercer les citoyens exactement comment on berce les enfants. Donc, c'est une forme de contrôle, naturellement. C'est une forme qui arrête la pensée. C'est une forme que donne des mots de passe, des mots, comment on dit, des paroles d'ordre, des mots d'ordre, hein, des mots d'ordre. Mais ne promeut pas la subjectivation. Dans les deux cas, la subjectivation, c'est quelque chose qui est disparu. Hein? Disparu ou cherche à la faire disparaître. Donc, la position de la psychanalyse dans ce monde
bien que est adversé, et c'est adversé justement parce que c'est très important, parce que c'est la psychanalyse qui peut tenir une éthique, qui peut tenir une subjectivation, dire qu'il faut se subjectiver. Donc il faut, pour se subjectiver, il faut sortir dans un état de, comment on dit, de cocon, exactement. Pourquoi il faut sortir? Parce que l'hypnose qui concerne par exemple les gourous, les chefs, les gens qui nous hypnotisent, qui hypnotisent nos enfants, hein? Parce que nous, peut-être, nous sommes un peu plus avisés, mais nos enfants. Alors peut-être que cette hypnotisation, c'est quelque chose qui a à faire avec ce que j'ai appelé la pulsion des morts. Non, c'est pas moi qui je l'appelais, mais c'est une déclination. La dépendance, c'est une déclination de la pulsion des morts. Pourquoi? Parce que les gourous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, les leaders qui veulent se faire suivre, vont à activer une certaine région qui était active dans l'enfance de l'homme. C'était la région où l'hypnotisme était exercé par les parents, mais d'une façon normale, c'est-à-dire le bébé avec le sein de la mère, les yeux de la mère, le visage de la mère, c'est comme un hypnotisme, non? Donc, c'est subjectiver, c'est sortir de cet hypnotisme. Donc, quelle est la force du totalitarisme sous-jacente à notre organisation sociale? C'est exactement celle de activer cette région ancienne, cette région ancestrale qui était, comment dire, qui était comme un virus qu'on peut allumer, hein? Activer, qu'on peut activer. Donc, je pense que la question du fait que la pulsion des morts est, nous naissons avec, hein, cette pulsion des morts, hein, et toute notre vie, toute notre subjectivation, c'est la tentative de la contenir un peu, l'arginer un peu, hein. Mais dans le plus maternel, dans le totalitarisme, dans toutes ces formes de dépendance, assujettissement, ce que les gens vont activer, ce que le pouvoir va activer, c'est exactement cette partie-là, ancienne. Alors, en cela, je me déplace un peu de Freud. Freud disait la même chose, mais il disait que c'était le père, hein? Et je pense qu'il disait que c'était le père parce qu'à cette époque, à son époque, c'était le père. Hein? C'est le cas. À cette époque-là, c'est plus le cas. Donc, à cette époque-là, il faut dire que c'est les deux parents ou la mère qui exerce cette toute-puissance. Et c'est pas sympathique de dire ça. Hein? Je suis une femme. Hein? C'est pas sympathique de dire ça. C'est pas sympathique parce que il y a des mouvements du féminisme qui, et je pense d'être plus féministe encore. En disant ça, je pense d'être plus féministe encore. Et je le dis dans le dernier chapitre, non? Parce que il faut, comment dire, il faut pas que la femme se noie dans la mer. Hein? Et le plus maternel, c'est exactement cette noyement. Hein? Noyade. Noyage. Hein? Hein?
Alors, la fusion, exactement, c'est la fusion. La fusion, c'est contre la femme. Hein? Et il faut le dire parce que, par exemple, un certain féminisme italien, pour comment dire, prendre un résultat politique, a fait une liaison très étroite entre le pouvoir de la femme et le pouvoir de la mère. Mais ce sont exactement opposés, parce que plus le pouvoir de la mère est haut, plus le pouvoir de la femme se baisse. Donc il faut dire absolument ça, parce que autrement on se plonge dans le plus maternel, mais aussi dans le totalitarisme. Mais au fond, ce que vous dites, ça explique, enfin, pour moi, ça m'éclaire sur ce floraison d'extrême droite dans le monde. Ça va, Hein? c'est ça. C'est ça. C'est ça, parce que pour être... Du cocon maternel, de l'utérus maternel, au cocon d'une société, et plus elle est finalement autoritaire, et plus elle va être contenante. Ah, absolument, 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 c'est ça. Et oui, je n'ai rien ajouté à votre observation. C'est ça. C'est ça, c'est ça. À propos du paternel, en 1934, Picasso fait des eaux fortes, le portrait de Franco et Hitler, et il dit c'est des folles. Féminin. Féminin. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Le portrait de Franco Ah, si, et de Hitler si. par Picasso, le titre c'est Ce sont des folles. Des folles, ah oui, oui, oui. Pas au féminin, donc c'est pas du paternel. Déjà il a senti. Si. En effet, dans ce livre, je dis que le père de la horde, c'est le plus maternel. Oui. C'est pas le père. C'est pas le père, c'est le plus maternel. C'est absolu. J'ai vraiment, comment dire, je me suis engagée beaucoup dans les 2 chapitres sur Hitler et sa famille, parce que c'est une généalogie folle, c'est une généalogie très compliquée et très pervertie aussi, hein, parce que Hitler était le fils d'un père qui avait 23 ans plus que la mère, mais c'était pas ça. Ils se sont premiers cousins, et en plus, la mère de Hitler a été adoptée par le père et sa première femme. Là, c'est la mère. On comprend plus. On Tellement c'est comprend plus. compliqué. Alors, je dois répéter, je n'ai pas compris. Alors, C'est très compliqué. Alors, C'est vrai le qu'il faut- père de faut presque Hitler, écrire. alors le père et la mère d'Hitler ont une antenato, come si dice antenato? Ascendance commune. Hein? Ils sont plus que cousins. Ils sont consanguins, quoi. Ils sont consanguins. Oui. Et alors, Ils sont demi-frères et sœurs, en fait. absolument. Parce que la mère du père d'Hitler a épousé le grand-père de la mère. Non, c'est vrai. Non, mais alors, Il faut écrire, il faut non. quasiment faire un arbre. Mais dans le livre expliqué. Et donc, mais c'est la généalogie d'Hitler, c'est-à-dire, cela m'est servi pour dire quelque chose sur le plus maternel qui a vécu Hitler. Hitler, je ne savais pas, par exemple, avant de faire ces recherches, mais il a été hypnotisé par un psychiatre parce que il est sorti de la guerre. Il n'était pas bien, donc il a subi une hypnose dans l'hôpital psychiatrique pour les militaires. Et ensuite, il était très drogué aussi, quand même. Oui, Extrêmement drogué. et ensuite il a Ah oui. ordonné dans Il y le avait quelqu'un avec 33 lui, c'est drôle. de éliminer l'hôpital
ces cartels cliniques et de tuer Les malades, non. son psychiatre. Hein? Oui. C'est une Très histoire, compliqué. c'est une histoire compliquée, C'est une histoire très compliquée. très compliquée. Et qui ne justifie pas non plus Non, 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 bon, ce qu'il a fait. non, 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 qui absolument, est- absolument pas. Oui, c'est compliqué quand même. Il explique, ça éclaire. Ça n'explique Non, n'explique pas, non, n'explique pas, absolument. Je voudrais seulement dire comment, C'est exemplaire. comment le plus maternel s'est insinué dans une tragédie historique. Hein? Ce n'est pas leur seule explication, naturellement, non? Mais ce n'est pas un cas qu'il y avait une idéalisation de sa mère, hein, qui a vraiment transfiguré. Par exemple, dans l'Allemagne, la patrie, on l'appelait Vaterland, hein, c'est-à-dire Vaterland. Vaterland. Et lui, il l'appelle Mutterland, hein, terre de la mer. Donc, il a changé complètement une traduction. La mère patrie. La mère patrie. La mère patrie. Mais je voudrais seulement pas, mais absolument pas justifier naturellement, mais expliquer comme le rôle de sa mère en Hitler et la jeunesse d'Hitler. La jeunesse d'Hitler, c'est terriblement semblable à celle de beaucoup de notre enfants, de notre jeunes. Il était paresseux, il ne faisait rien. La mère, les sœurs étaient à son service. Donc, c'est une histoire vraiment passionnante. Oui, il était l'idole de sa Non, mais mère. ce qu'elle dit, c'est Mais différent. ce que je veux dire, c'est que la barbarie ne naissent pas pour hasard. Ce sont des mouvements karstiques souterrains. Oui, hein. c'est ce que dit Euh, Oui, Exactement. Alors, la famille, c'est le premier social pour tout le monde. oui, hein, bien sûr. pour tous. Donc, où tu es né, c'est pas en consistance. Il y a de la consistance où tu es né. Dans quelle généalogie folle tu es né, ça peut avoir des répercussions. Hein. Naturellement, il faut aussi un moment historique, non? Oui, En plus, il faut avoir une ego, hein, qui a été gonflé par qui, par exemple? Par la mère en premier. Hein? Et puis, il y a toute l'histoire, les liaisons entre lui et les Hébreux, parce qu'il a fréquenté des Hébreux. Le docteur qui a curé sa mère, soigné sa mère, c'était un Hébreu. Il lui a permis d'aller en Allemagne et en États-Unis. Donc, bon, il y a beaucoup des histoires qui n'expliquent pas le phénomène Hitler. C'est pas ça. Je ne peux pas arriver. Personne n'est pas arrivé à faire ça, hein, moi non plus. Mais j'ai tenté d'insérer en certaines lumières de notre côté. Oui, il est exemplaire, je trouve, Oui. par rapport à tout ce que tu dis par ailleurs. Oui, il est. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le plus maternel d'Hitler n'est pas extérieur à son, à son esprit dictatorial. Oui, C'est ça que la pulsion des morts, quand c'est des chaînes, ne regarde pas seulement le sujet. C'est-à-dire, par exemple, si nous prenons quelque chose de très personnel, une anorexique dans la famille, c'est pas seulement la détruit de la personne. C'est une question qui regarde tout le monde autour d'elle. Donc la destruction, c'est pas une implosion. C'est pas une implosion. C'est toujours quelque chose qui déborde. dans toutes les Qui questions déborde, familiales. Mais la famille, c'est le premier social pour chacun. Et donc, comment on a été dans la famille, nous pouvons avoir comment dire, nous pouvons penser à quelque chose, comment
et entrer dans le social. Oui, alors, si vous êtes d'accord, il y a sûrement plein d'autres questions aussi, mais j'avais envie qu'on revienne aussi à la question de la fonction paternelle. Parce que pour barrer la route à toute cette jouissance, il faut, tu le dis, enfin, tu le dis, il faut cette fonction paternelle. Alors, justement, on s'interrogeait aujourd'hui comment concevoir cette fonction paternelle. Quand le prestige du père a disparu, est-ce que la régression aussi du le patriarcat qui est en train un peu de se casser la figure, est-ce que ça n'a pas balayé aussi un peu cette histoire de la fonction paternelle? Comment concevoir le tiers, la médiation aujourd'hui pour arrêter cette jouissance infernale? Comment tu le vois? Comment tu peux... Naturellement, c'est vraiment une question. La première question est voir l'infernal où on s'est plongé. Hein? C'est ça, c'est pas donné. Hein? C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas où nous sommes. Hein? Ce livre-là, je pense que dans ce livre-là, j'ai voulu dire où nous sommes. Où nous sommes quand la fonction paternelle ne marche plus. Oui, hein, c'est ça. Où nous sommes. Mais comment faire? Alors, je pense que, et c'est là, je dis quelque chose qui est au-delà de ce livre, je pense que pour reprendre la fonction paternelle n'est pas seulement du symbolique. Alors aujourd'hui, quand je travaille avec, par exemple, les familles, je cherche de donner une place au père qui soit aussi à partir du corps du père. Parce qu'on parle toujours du corps de la mère, hein, mais on ne parle pas du corps du père. Alors le père a une autre façon de prendre l'enfant, de le nettoyer, de le biberonner. Mais c'est une façon qui doit être préservée comme une réserve naturelle, je ne sais pas comment dire. Et, en effet, les pères sont toujours, comment dire, redarguiti. Oui, dis-le en italien, il y a des italiens. Dov'è Ambrogio? Redarguire, come si dice? Fulvia, comment redarguire. Reprocher, sont toujours reprochés. Parce que non, tu ne dois pas le prendre comme ça. Disqualifier. Exactement. Alors, je pense... Ah oui. Alors, je pense qu'on doit recommencer avec le corps du père, les mains du père, la voix du père. Je faisais des rencontres en hôpital à Milan pour les couples qui étaient enceintes, et j'ai travaillé avec les deux, le père et la mère. Et j'ai travaillé avec la voix, parce que moi j'enseigne le chant. Hein. Et donc, la voix du père, c'était absolument important, essentiel, parce que c'était les bas. Hein. Les bas, c'est la... Quoi? Exactement. Et donc, les bas, ce sont la fondation, hein, l'appui. Hein. Donc, il faut repartir de ça, de redonner une place, parce que maintenant, le père ne peut plus faire seulement fonction symbolique, parce que le symbolique s'est détruit à tous les niveaux. Le plus maternel a détruit le symbolique à tous les niveaux. Hein? Et donc, il faut repartir du corps du père. Oui, mais aujourd'hui, on a des situations où justement, le père n'est pas présent encore. Je veux dire, il n'est pas présent. Je veux dire, donc il y a une fonction à assurer qui ne passe pas forcément. Il n'y a pas de père. Dans certains cas, il n'y a pas de père.
Ah oui, Maintenant, on peut avoir un enfant sans père. surtout si le père Donc, n'est pas... La question est comment Oui. cette fonction symbolique fonctionne. Plus maternelle, c'est ça. C'est la chute de la séparation. Hein. Alors, qui résiste mieux à un dictateur, à un gourou, à un leader? Ceux qui se sont mieux séparés. Ah oui, bien sûr. Hein? Ceux qui se sont mieux séparés Bien sûr. dans Oui, l'enfantille bien sûr, ça, résistent mieux c'est sûr. à l'hypnose d'un gourou, d'un maître qui veut te manipuler, de la manipulation. Alors, c'est ça la question. C'est simplement ça. Si tu peux te séparer de ta mère, ou de qui fait la fonction de la mère, hein, c'est pas une question de sexe. Mais il y a des pères qui font la mère. Il s'appelle mammo en italien. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Donc, c'est ça. Si Tout ce qui est en excès, quoi. Dans ce oui, c'est la chute de limite, non? La chute de limite. Maintenant, on doit parler des parents plus maternels. Oui. Parce que vraiment, la jouissance, les pères ont compris qu'ils peuvent jouir, leur aussi, de l'enfant. Du corps, alors, dormir ensemble, il y a... oui, dormir ensemble. En Italie, c'est presque la règle, hein? Jusqu'à 9 ans. Alors, en effet, le Japon, c'est le cocon des ikikomoris, Oui, bah, c'est-à-dire des enfants qui ne sortent jamais de la maison. Dans leur chambre, qui c'est l'utérus dans l'utérus de la maison. Et donc, c'est vrai ce que vous disiez. Et la chambre des enfants, c'est seulement pour jouer. Mais il dort. Mais en Italie aussi, il y a beaucoup de papas qui dorment dans le lit des enfants. Ah oui, oui. Il y a beaucoup il y a des échanges. Des échanges. On envoie le papa dans la chambre d'enfant et le papa arrivé dans son... Alors, qu'est-ce que nous disons ça? Nous sommes des psychanalystes, nous savons que comme ça, l'enfant imagine d'avoir un pénis suffisant pour la mère. Donc, je le dis un peu cruellement, mais crûment. crûment. Mais cruel pour le petit. Et donc c'est ça. Mais il y a aussi, par exemple, des grands-parents qui sont des plus maternels. Par exemple, je suis en cas où la grand-mère, quand le fils était avec le père était revenu à vivre chez sa mère, et la mère dormait avec l'enfant. La grand-mère dormait avec les petits-enfants. L'enfant, le grand-père. Donc, alors, il faut le dire, c'est vraiment de la jouissance dormir avec un enfant. Parce que tout le monde, je pense, l'a éprouvé. Hein? Mais c'est joli, mais ils ne sont pas là pour nous. Hein? En plus, si je peux être un peu cru, si je peux être un peu cru, pour les femmes qui ont beaucoup de plaisir sur la peau, hein, c'est encore plus de la jouissance en plus, avoir un petit dans le lit, hein, avec si peut-être encore. Alors, mais vous savez l'histoire de l'épouse, hein? Je pensais que c'était un fake, hein, mais n'était pas un fake. Une épouse, avant de se marier, le jour de mariage, avant d'épouser son homme, elle entre dans la salle de bain par hasard et il trouve son futur mari qui...
tête sa mère. Mais oui. Ça alors, mais tu as trouvé ça où? Non, c'est dans le journal. C'est dans tout le journal. Alors, je croyais, je savais cette notice, cette nouvelle, mais je pensais que c'était une fausse nouvelle, ou fake. Mais c'était pas un fake, c'était vrai. Et donc, mais elle, la jeune femme, l'a épousé également. Quand même. Quand même. Il ne l'a jamais mordu parce qu'en Afrique du Nord, je sais que les enfants étaient très longtemps et les grands-mères, enfin j'en ai entendu, qui disaient j'ai arrêté quand il m'a mordu parce qu'il avait déjà des dents. Mais non. Mais vous savez que c'est en pratique érotique aussi. Bon, il y a de l'érotisme dans la succion, non? Freud le disait. Il parle d'orgasme de l'enfant. Hein? Il parle de l'orgasme de l'enfant. Et de la mère, on peut le dire. Hein? Moi, je trouve que c'est très bien que tu remettes un peu au bout du jour la question de la perversion des mères, parce qu'on parle beaucoup de la perversion des hommes et qu'on parle assez peu de la perversion des mères. Et ce que tu dis, c'est vraiment du côté, bien sûr, de la jouissance, c'est la perversion des mères. Des mères qui est contagieuse sur les grands-mères, sur les pères, sur les tantes et sur les sœurs. Oui, sûrement. C'est diffuse, c'est contagieuse. Ce que je dis, c'est que le capitalisme, j'ai mis l'accent, avant ou après ce chapitre-là, j'ai mis l'accent sur l'enfantilisme du capitalisme, la pulsion capitaliste et la question du jeu du marché. Hein? Même le jeu des enfants, c'est réglé. Le jeu du marché ne doit pas être réglé, non? C'est un peu la folie, hein? C'est un peu la pulsion laissée comme ça. Donc, je mets l'accent sur le manque de limites, sur le manque Ok. Et je mets l'accent sur le fait que si nous produisons des enfants, des citoyens enfants, c'est la joie de chaque tyran. Hein? Parce que chaque tyran aime que les gens soient enfantines. Hein? Alors, des citoyens infantilisés. Alors, l'enfantilisme de citoyenneté et la citoyenneté protecte, je pense que ce sont des choses très différentes. C'est-à-dire que la protection sociale, c'est dans le pacte social. Mais le plus maternel de l'État, c'est la détruite du pacte social. Hein? Alors, quand à la fin, je parle de Hannah Arendt, non? Je dis exactement ça, que la désobéissance, hein, c'est quand le pacte social s'est cassé, et la désobéissance cherche à faire un nouveau pacte social. C'est Hannah Arendt, c'est pas moi, hein, malheureusement, c'est elle. Et donc, ce sont deux choses. Infantiliser et protéger, ce sont deux fonctions, même au niveau psychologique, très différentes. Hein? Alors, je dois protéger, mais je ne dois pas infantiliser. Ah oui. Hein? Et je voudrais seulement dire quelque chose de social qui avait affaire à quelque chose de familial. Pourquoi quelque chose de familial qui est changé dans les familles contemporaines depuis 20 ans, 15 ans, je trouve le changement dans la même direction dans le social. C'est simplement ça que je veux dire. Je ne veux pas refaire l'histoire du monde à partir de plus maternel. Je veux dire, attention, il y a quelque chose qui parle entre la famille contemporaine et le social contemporain. Attention, parce que nous sommes en train de produire des enfants qui ne sont pas adaptés à être des enfants, des citoyennes. Et c'est là, on peut le voir. Si tu as une adolescence dans la maison, tu peux le voir, parce qu'on le voit sur le divan, on divanise, hein, on divanise les enfants. On le voit. Oui, mais divanise. Divanise. Les
La divinisation et divinisation. La divinisation porte à la divinisation des enfants. Hein. Et la puis, virtualisation. c'est clair que tout ce qui va, en ce moment, on ne parle que de services d'addiction. L'addiction, ça, c'est L'addiction, le prolongement, en tout cas, La de ce que clinique tu dis dans la contemporaine, clinique c'est la contemporaine. dépendance, c'est la toxine. Oui. Je fais Mais une ça, liaison c'est entre l'offre qui crée aussi beaucoup la demande d'addiction. Enfin, si les gens se droguent, c'est que la drogue circule de plus en plus. Hein. Mais si en plus le père est un On leur offre la drogue, quand même. c'est pas que la drogue, c'est dit que si en plus le père est Enfin oui, bon, je dis la drogue parce que c'est le plus simple et que ça Mais c'est le toxicomane, la toxicomanie. le toxicomane, c'est quelqu'un qui ne s'est pas bien séparé dans ma clinique. Oui, oui. Je ne sais pas dans Qui la n'a vôtre. pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est pas bien séparé de la séparation, mer, c'est donc la limite. il est encore dans une jouissance mortifère de l'océan, non? de la société provoque la toxicité. Mais c'est ça que je Mais dis. c'est la société qui la provoque. C'est ça que Oui. je dis. C'est-à-dire la société est plus maternelle parce que provoque une jouissance sans limite. C'est ça que je dis. Et mortifère, répétitif. Répétitive et mortifère. Et donc il y a quelque chose qui se parle entre le plus maternel familial et disons, la dépendance sociale qui est promue par la société. Que ce n'est pas la protection. Parce que je dois protéger mon enfant. Comme politique, je dois protéger mes citoyennes. Mais protéger, c'est quelque chose, mais infantiliser, c'est une autre chose. Parce que, par exemple, l'exemple dans la famille, non, nous avons des enfants handicapés, vraiment handicapés, auxquels nous disons, tu peux faire. Hein? Vas-y, tu as les ressources pour faire quelque chose. Et tandis que on a des enfants qui n'ont pas de handicap et nous les hyper protégeons. Et l'hyper-protection, le problème, ce n'est pas la protection. La protection, c'est une subjectivation, si tu veux. Hein. J'arrive à te subjectiver. Je te montre quels sont quel est le nord, le sud, l'ouest, le est, non? Je te montre les coordonnées du monde, non? Mais l'hyperprotection, c'est un problème. Parce que tu rends handicapé quelqu'un qui n'est pas handicapé. Umberto Eco disait que le père, lui, enseignait des choses quand il ne le savait pas de le faire. Donc, pas quand il faisait la paternale, non? Mais quand il vivait. Hein? Donc, c'est-à-dire à son insu, quoi. À son insu. À son insu. Son insu. C'est-à-dire qu'à notre insu, nous passons des choses qui restent dans la douche pour nous, parce que c'est coucou. Ah oui, oui, bien sûr. Je crois qu'on pourrait encore beaucoup discuter, parce que c'est des choses qui sont très, très là, quoi, très présentes. Seulement, on va arrêter exceptionnellement à 11h pile. Donc, on te remercie beaucoup. Oh, merci à vous. Merci à vous. Et on aimerait aussi la traduction de tes prochains livres. Moi parce aussi, que c'est quand même toute une